de clore ce débat, je veux dire, sur les rapports franco-allemands avec Marine Le Pen. Je peux vous poser une question parce que tout à l'heure, on évoquait le référendum. Je sais que vous voulez réagir, mais vous nous avez dit que vous étiez favorable au fait que l'on consulte enfin les Français sur ces questions. Dites qu'on les écoute quand ils se sont prononcés aussi, parce que ça n'a pas été le cas en 2005. Très bien. Mais vous, personnellement, Marine Le Pen, s'il y avait un référendum, est-ce que vous voteriez pour quitter l'Europe ? Non, je ne peux pas vous répondre. Quitter l'Union européenne. Non, je ne peux pas vous répondre, parce que je vous dis que moi, si ce référendum intervenait, par définition, comme personne autour de cette table ne voudrait l'organiser, c'est donc que je serais arrivé au pouvoir. Et je me donnerais 1 an pour négocier tout ce qui m'apparaît comme étant profondément négatif dans l'Union européenne. J'y arrive, tant mieux. En l'état, je demande aux Français ce qu'ils en pensent. J'y arrive pas, les Français diront également ce qu'ils en pensent. Mais encore une fois... Excusez-moi, vous ne pouvez pas fuir cette question, c'est un thème sur lequel vous êtes en permanence. Je vous demande, est-ce que vous avez envie de sortir de... Est-ce que vous n'attaquez que l'euro ou est-ce que vous attaquez l'Europe? Ma question est simple et je pense que les téléspectateurs peuvent le comprendre. En cas de référendum, est-ce que vous voteriez pour quitter l'Europe? C'est simple de répondre, non? Je vous dis, moi, il y a énormément de points qui doivent être négociés, voilà, clairement. Moi, je n'admets pas que l'Union européenne ait des frontières totalement ouvertes, que ce soit sur le plan des flux de produits, c'est le problème du libre-échange, ou que ce soit les flux migratoires. Donc vous ne quittez pas l'Europe. Monsieur le maire en parlait tout à l'heure, ça c'est nouveau d'ailleurs, je l'entends avoir un discours extrêmement dur à l'égard de l'Union européenne, ça me réjouit, parce que je me dis que somme toute il y a une lucidité nouvelle dans la classe politique française. Mais je veux que l'Union européenne me laisse avoir la maîtrise de mes frontières, donc je veux renégocier Schengen, je veux que l'Union européenne m'autorise à faire du protectionnisme intelligent à mes frontières. Je veux que l'Union européenne m'autorise à faire du patriotisme économique. Je veux que l'Union européenne m'autorise à donner un avantage à mes entreprises françaises dans les marchés publics, ce qui n'est pas le cas. Dans ce cas-là, vous quittez l'Union européenne. Et si l'Union européenne me dit non, eh bien, je proposerai aux Français, effectivement, la voie de la liberté, de la souveraineté et de la liberté et de l'indépendance monétaire pour pouvoir relancer une économie qui est en train de se mourir. J'ai compris que vous quittiez l'Union européenne à ces conditions qui sont ingérables pour les autres pays. Pourquoi c'est ingérable pour les autres pays? Je vous affirme qu'ils ne voudront pas, hein, mais vous n'en savez... je ne suis pas... mais vous n'en savez rien. Vous avez raison. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Enfin, posons la question à Bruno Le Maire. Permettez-moi, si la Grande-Bretagne commence à faire un référendum, si la France organise un référendum, vous croyez pas qu'il y a d'autres pays européens, d'autres peuples européens, peut-être pas leurs élites, mais d'autres peuples européens qui auront envie aussi qu'on leur demande leur avis? Vous avez raison, c'était le sens de ma question initiale. On est en train de les transformer comment dire, en esclaves en quelque sorte de la dette, de leur dette, hein, et d'une monnaie dont on voit bien qu'elle est en train de contribuer à tuer, et non seulement le système économique, mais le système social. Le Brexit, au Royaume-Uni, les sondages semblent donner un léger avantage aux partisans du maintien dans l'Union européenne. Si vous étiez citoyenne, électrice britannique, vous voteriez, j'imagine, de tout cœur pour le Brexit? Oui, je voterai pour le Brexit, même si, je vais vous dire, je considère que la France a 1000 fois plus de raisons de sortir de l'Union européenne que la Grande-Bretagne. Déjà pour 2 raisons essentielles, c'est que nous subissons Schengen, la Grande-Bretagne non, nous subissons l'euro, la Grande-Bretagne non. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité, quel que soit le résultat? C'est que l'Union européenne est en déliquescence, elle craque de partout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend le déluge, on attend l'explosion, ou bien on se met autour d'une table et on construit l'Europe des nations qui remplacera l'Union européenne totalitaire que nous subissons aujourd'hui. Totalitaire. Et, oui, totalitaire. C'est l'addition de démocratie, de 28 pays. Non, totalitaire, monsieur, puisque clairement on nous a expliqué, y compris les grands dirigeants européens, que la démocratie ne pouvait pas défaire les traités. Eh bien moi, je suis défenseur de la liberté des peuples à disposer de leur destin. C'est ce que font les Britanniques. À choisir leur loi. Voilà. Et moi, ce que je réclame, c'est un référendum en France. Je pense d'ailleurs que chaque pays de l'Union européenne devrait pouvoir s'exprimer dans le cadre d'un référendum. Ça fait 11 ans que les Français n'ont pas été interrogés. Et la dernière fois qu'ils ont été interrogés, leur parole a été trahie par l'UMP et le PS. Si vous êtes candidate, et donc par hypothèse, c'est une hypothèse, élue et présidente de la République, que feriez-vous concernant l'euro? Jusqu'à il y a peu, vous disiez, le préambule à toute action efficace, c'est de sortir immédiatement la France de l'euro. Vous avez changé d'avis en disant que vous organiseriez un référendum au bout de quelques mois. Où en êtes-vous? Allons-nous, si vous êtes présidente de la République, sortir in petto de l'euro? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Ah, si,
Jamais. Il y a plus de 4 ans, et c'était dans mon projet présidentiel d'ailleurs, que j'ai indiqué de la manière la plus claire qui soit que j'entrerai en négociation avec l'Union européenne. Tiens, c'est exactement ce qu'est en train de faire la Grande-Bretagne, je vous signale, qui d'ailleurs organise un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est la négociation sur 4 sujets essentiels, la souveraineté économique, dont la souveraineté bancaire, la souveraineté territoriale, c'est Schengen, c'est la souveraineté législative, est-ce que les lois votées par les Français, parce qu'ils le veulent, sont supérieures en autorité aux directives européennes, et enfin la souveraineté monétaire. Pourquoi la souveraineté monétaire, je vais vous dire? Parce que, en fait, on ment aux Français quand on leur dit qu'on peut changer les choses. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là, mais encore. Il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... Parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe, c'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au fond de ça, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur iTélé. Peu de gens connaissent votre nom. En revanche, on voit très souvent, on va les voir, on voit votre tête sur les murs de France. On est allé tourner ces quelques images. Vos militants sont très actifs. On vous voit sur les ponts, dans les centres-villes. Ils collent énormément d'affiches, vos militants. Vous êtes le président de l'UPR. C'est quoi l'UPR ? L'UPR, c'est le 5e parti de France en nombre d'adhérents, puisque nous avons dépassé les 15 000 adhérents. Et puis nous avons fait 1% des suffrages aux élections régionales de 2015. Et le site upr.fr, notre site internet, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Alors effectivement, vous avez raison, on a énormément de militants. Je pense qu'on est le parti le plus militant de France. Le problème auquel on se heurte, c'est que les très grands médias, ne nous connaissent pas. Voilà. Bon alors, on vous invite, il y a d'autres médias nationaux qui vous invitent. Pour cette élection de 2017, vous n'êtes pas embêté, je suis allé le voir, votre site, j'ai fait comme tout le monde. Pour le projet, vous avez repris celui de 2012 ? Alors, d'abord, nous ne sommes pas encore entrés en campagne électorale. Il faut quand même laisser aussi un petit peu de suspense. Mais justement, c'est un gros atout, c'est que je montre que le programme qu'on avait en 2012, en fait, est toujours valable. Il n'y a pas beaucoup de responsables politiques, excusez-moi de le dire, qui avaient prévu ce qui est en train de se passer. Parce que moi, je propose, depuis 10 ans que j'ai créé ce mouvement politique, je propose que la France sorte sereinement, juridiquement, de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et nous sommes le seul parti politique à le dire et à le proposer. Alors et c'est toujours valable. Ça, c'est votre grand projet. On va y revenir. Mais l'UPR, pour bien comprendre, c'est à droite, c'est à gauche ? Le ministère de l'Intérieur a répondu déjà plusieurs fois à cette question, puisqu'avant chaque élection, le ministère de l'Intérieur donne un label. En examinant le programme, en examinant les déclarations, nous sommes classés en divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche, et ça correspond d'ailleurs à l'origine de nos militants. Votre parcours politique était plutôt à droite. Vous avez travaillé avec Charles Pasqua, avec Philippe de Villiers. Non, j'ai pas travaillé avec Philippe de Villiers. Vous avez adhéré à son parti. J'ai été effectivement auprès de M. Pasqua lorsqu'il avait créé le Rassemblement pour la France, mais j'ai surtout fait du cabinet ministériel dans les gouvernements Balladur et dans le gouvernement Juppé, c'est-à-dire avec la présidence Mitterrand et avec la présidence Chirac. J'ai d'ailleurs accompagné ces deux présidents de la République dans des voyages à l'étranger. C'est ça, essentiellement, mon parcours dans les cabinets ministériels. Alors, vous l'avez dit, votre ennemi, c'est l'Europe fédérale, c'est l'Europe actuelle. Qu'est-ce qui vous différencie d'une Marine Le Pen, d'un Jean-Luc Mélenchon, voire d'un Nicolas Dupont-Aignan ? Mais aucune des trois personnalités que vous avez citées ne propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN comme je le propose. Eux, ils sont tous en train de dire qu'il faut renégocier les traités. Mais renégocier les traités, on l'avait vu. Vous vous rappelez, Jospin, en 97, avait dit « je vais renégocier les critères de Maastricht ». Il n'a rien pu renégocier du tout. Hollande avait dit qu'il allait renégocier le TSCG en 2012. Il n'a rien renégocié du tout, puisque pour renégocier les traités, il faut l'accord des 27 autres. On ne l'aura jamais. Donc c'est de la perte de temps. Et en fait, il s'agit d'enfumer les Français pour ne pas leur proposer la seule solution, celle à laquelle se sont résolus les Britanniques, c'est de mettre en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir sereinement et juridiquement de
de cette prison des peuples. L'Europe, c'est la solidarité entre les États pour éviter qu'ils se fassent la guerre. C'est aussi le principe selon lequel on est plus fort à plusieurs que tout seul. Vous remettez tout ça en cause? Oui, parce que d'abord, l'Europe, on n'a pas le temps comment dirais-je, d'élaborer longtemps, mais l'Europe en ce moment est en train de nous entraîner vers la guerre, vers le choc des civilisations contre la Russie, contre le monde arabo-musulman. Deuxièmement, vous dites la solidarité, c'est très gentil la solidarité, mais si tout le monde tire dans le même sens, oui, nous sommes en faveur des coopérations internationales, comme par exemple Airbus, Ariane, qui n'ont aucun rapport avec la construction européenne, permettez-moi de le dire, puisque dans Airbus ou dans Ariane, vous avez par exemple la Norvège, les États-Unis, le Japon, etc., qui sont des pays en dehors de l'Union. Nous sommes en faveur des coopérations internationales. Mais l'idée que l'on va fusionner 28 États parce qu'ils sont sur le même continent est une idée absurde, parce que nos intérêts nationaux sont légitimement totalement divergents. Il n'y a aucune raison d'aller dans cette direction. Vous avez tenté d'être candidat à la présidentielle de 2012, vous n'aviez pas réussi à avoir vos signatures. Parce que nous étions tout petits, nous avions 700 adhérents à l'époque, c'était un... Et là, vous en revendiquez 15 000. Vous les aurez, vos signatures, vous en êtes où, là? Écoutez, vos promesses de signatures. C'est difficile à obtenir, comme vous le savez, parce qu'il y a 60% des maires qui refusent... Et vous pouvez nous donner un chiffre ce matin? Non, je ne vous le donnerai pas, mais je peux vous dire que, normalement, si tout va bien, je pense pouvoir être candidat, et je pense qu'on ne perd pas notre temps ce matin en me parlant. Vous êtes plutôt optimiste? Oui, je suis optimiste. Vous êtes très actif sur Internet. Il y a vos vidéos qui sont vues des dizaines de... notre chaîne YouTube est l'une des plus vues de France. On a dépassé 7 millions de visionnages sur YouTube. Vous êtes plus libre sur Internet? Il n'y a pas les questions embarrassantes des journalistes? Non, mais moi je suis en faveur des questions. Par exemple, ce que j'aimerais dire, si vous me le permettez, aux téléspectateurs, c'est que les débats que l'on voit actuellement à droite, à gauche, sont des débats qui sont coupés de la réalité. En réalité, toutes les politiques économiques et sociales sont déjà fixées par ce document que je vais vous remettre, qui est le document de la Commission européenne qui date du 18 mai 2016 et qui fixe ce que doit être la politique économique et sociale de la France en 2016 et en 2017, notamment par exemple l'augmentation de la TVA, la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'ubérisation de la société française, le démantèlement du droit du travail. Eh bien tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Commission européenne, que les Français votent à droite ou à gauche, finalement, ils s'en fichent complètement. Ils imposent le même programme politique, économique et social. Moi, je veux rendre aux Français leur démocratie. C'est pour rendre la démocratie que nous proposons de sortir de l'Union européenne. Merci François Asselineau d'avoir été l'invité d'ITélé ce matin dans la matinale. Et j'en arrive à mon 12e et dernier point qui nous sépare radicalement de tous les autres mouvements. C'est que nous condamnons le principe même de la construction européenne. Nous le condamnons pour toute une série de raisons. D'abord parce que ça ne peut pas marcher. J'explique dans une de mes conférences que c'est un système auto-bloquant, que c'est l'application qui a été réfléchie par les Américains d'un stratagème chinois qui s'appelle le stratagème des chaînes. À ce propos, il y a une question que vous devriez poser à tous les partis politiques que vous rencontrez. Ils sont tous là à dire il faut que l'Europe marche mieux, il faut que ci, il faut que ça, il faut l'améliorer, je veux une autre Europe. Mais il faudrait leur dire mais pourquoi ça ne marche pas depuis maintenant 53 ans? Pourquoi ça ne marche pas? Et la deuxième question, à qui vous reprochez quoi? À qui est-ce que vous reprochez quoi? Parce que vous savez, les adeptes du plan B, au moment de la Constitution européenne, il y a des gens qui vous ont dit il y a un plan B. Mais les adeptes du plan B, ils ont fait croire aux Français qu'en réalité, il y aurait une espèce de petite faune malfaisante, petite élite, qui se serait ingéniée à faire une Europe contraire aux intérêts des peuples, mais qu'une fois qu'on serait débarrassé de cette petite élite malfaisante, tous les peuples d'Europe tomberaient dans les bras les uns des autres, auraient évidemment les mêmes intérêts. C'est ça le mythe. Le mythe, il est là. Le mythe, il est que ceux qui sont les partisans du plan B, qui n'ont d'ailleurs jamais pu expliciter, oublient tout simplement de vous dire que si l'Europe, elle est comme elle est, c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement. Elle est la sédimentation. Depuis 50 ans, on pourrait même dire depuis plus longtemps, mais depuis 50 ans, la sédimentation de compromis entre un nombre croissant de peuples qui ont des intérêts divergents dans tous les domaines. Donc ce sont à chaque fois des compromis. Et quand vous faites un compromis avec des gens avec qui vous n'avez pas du tout les mêmes intérêts, ben vous êtes obligé de prendre des choses qui ne sont pas votre intérêt. Et quand ça s'accumule, vous arrivez dans une situation où ça ne correspond plus du tout à vos intérêts. Et il en est de même pour tous les peuples.
Ce qui s'est passé au moment de la Constitution européenne, il faut reconnaître une chose, quitte à vous surprendre, c'est que M. Giscard d'Estaing avait fait un extraordinaire travail. Personne ne pensait que ça pourrait réussir. Il a réussi à faire une espèce de chef-d'œuvre d'équilibrisme qui mécontentait tout le monde, mais qui contentait à peu près tout le monde. C'était quelque chose qui était... Et il était impossible d'en changer parce que les peuples sont opposés à ce document pour des raisons elles-mêmes opposées. Les Anglais trouvent que la Constitution européenne ne nous met pas suffisamment sous la tutelle américaine. Les Français voudraient que la Constitution soit plus laïque, ou le traité de Lisbonne. Les Irlandais et les Polonais trouvent qu'il l'est trop. Les Français voudraient qu'on se dégage de l'OTAN. L'ensemble des pays de l'Est, le Portugal, l'Angleterre, voudraient qu'on soit davantage dans l'OTAN. Donc, il faut bien comprendre que le vice est inhérent à l'idée même de construction européenne. Le vice, il vient du fait qu'il est absurde de considérer que tous les pays, parce qu'ils sont frontaliers les uns des autres, ont les mêmes intérêts de proche en proche, depuis l'Algarve portugaise jusqu'à la Laponie finlandaise. C'est faux. Et lorsque quelque chose est faux, vous avez beau le claironner que c'est vrai, ça reste faux. Et c'est toujours faux. Alors j'ajoute également quelque chose qui m'est très cher, c'est que la construction européenne, elle est fondamentalement fondée sur un principe raciste, ou en tout cas racialiste. Nous avons en France 4, 5, 6 millions de Français d'origine maghrébine. Nous avons en France peut-être 50 ou 200 personnes d'origine estonienne. Les Finlandais enregistrés au consulat de Finlande en France sont 800. Donc nous avons nos intérêts, les intérêts de la France, nous tournent bien davantage vers les pays du Sud de la Méditerranée, d'ailleurs des pays francophones qui regardent vers la France plutôt qu'avec l'Estonie ou la Lettonie. De la même façon que les Anglais regardent de plus en plus vers le sous-continent indien, puisqu'ils ont une forte minorité de population venue du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh, de la même façon que les Allemands regardent vers le monde turcophone, puisqu'il y a une forte preuve. En d'autres termes, d'ailleurs, d'un simple point de vue migratoire, eh bien, ces différents pays d'Europe sont sur des voies divergentes. Donc, je ne dis pas qu'il faut que nous fusionnions avec les pays du Maghreb. Je dis que chaque peuple doit être libre chez lui. Je dis simplement qu'il est absurde, d'un simple point de vue sociologique, de vouloir nous fusionner avec des pays baltes, dont j'ai rien contre les pays baltes, mais nous n'avons rien de commun avec eux. Ni l'histoire, ni l'économie, ni la géographie, ni les affinités, ni la langue, ni les échanges touristiques, ni les échanges familiaux, rien. Voilà. Donc en vertu de quoi doit-on nous se lier avec ces pays, si ce n'est qu'en vertu d'une vision trouble, suspecte, qui est en réalité la vision des think tanks américains de choc des civilisations. Et donc, le problème posé par la construction européenne, c'est que loin d'être source de paix, elle nous entraîne vers la guerre. Et ceci apparaît de plus en plus. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais lorsque nous voyons les interventions militaires dans le cadre ou non de l'OTAN en Afghanistan, par exemple, il y a en ce moment un scandale absolu qui est complètement camouflé par l'ensemble de la classe politique française ayant accès aux médias, qui est notamment notre présence militaire en Afghanistan.